Bonjour et bienvenue. On vous souhaite une bonne Saint-Jean. Et en cette journée de Fête nationale du Québec, on a décidé de vous faire un épisode spécial. Et dans cet épisode, on va analyser le film Bon Cop, Bad Cop. Le 1, celui qui est sorti en 2006. On a décidé de s'attarder uniquement dans cet épisode sur le 1 parce que contrairement à Fantastic Beasts, les deux films de Bon Cop, Bad Cop ne suivent pas la même intrigue. Je vous encourage à activer la cloche des notifications parce que dans les prochains jours, on va vous sortir plusieurs épisodes spéciaux entre les fêtes nationales du Québec, du Canada et des États-Unis parce qu'on est super choyés. C'est tout en même temps quasi. Et quelques temps après, on vous a pas oublié, nos amis français. Ça va être votre tour aussi avec votre fête nationale du 14 juillet. Ne vous inquiétez pas, on a trouvé des petites perles. Sur ce, bon épisode! Et donc, aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, on va parler de Bon Cop, Bad Cop. Donc, on se rappelle que l'histoire, ça met en scène David Bouchard et Martin Ward. C'est deux sergents détectives, mais qui sont en poste au Québec et en Ontario. Les deux sont appelés de bon matin pour gérer un corps qui a été déposé à la frontière entre l'Ontario et le Québec. Pas seulement déposé, tombé d'un hélicoptère à 80 mètres. Toujours un corps coupé en deux. Pourquoi coupé en deux? Parce que ils s'entendent vraiment pas très très bien ensemble. Ils décident chacun de monter sur le panneau sur lequel a été déposé le corps. Sauf que les deux font tomber l'échelle par mégarde et se rattrapent sur le corps qui se divise en deux. Suite à ce fiasco, les deux hommes se font convoquer par leurs chefs respectifs et leur annoncent qu'ils vont être partners pour résoudre l'affaire. Le corps retrouvé, c'est le coup d'un nouveau tueur en série. Et ce nouveau tueur en série en a après la Ligue de hockey. Le fameux hockey national. L'enquête avec David et Martin qui partagent leur savoir québécois et ontarien respectifs. On tente de retrouver le tueur en série tout en essayant de comprendre comment les protagonistes vont finir par s'entendre ou peut-être s'entretuer parce que ça se passe pas bien. Au début, ça se passe pas bien, mais au final, après avoir vu leur vie personnelle respective puis avoir échangé plus longuement, ils se rendent compte qu'ils sont pas si incompatibles que ça au final. Donc, d'habitude, on s'en parle un peu avant les épisodes, ce qu'on a pensé du film, mais là, on s'est juste dit que les deux, on a aimé le classique. On va pas vous cacher, c'est quand même un film qui est un classique pour nous, puis qui est très caractéristique de la relation du Québec avec le reste du Canada / l'Ontario. Et on parle de hockey. Au Québec et au Canada, on est fans de hockey. On suit les coupes Stanley et les coupes des 4 nations quand même assez intensément. Même si les 4 nations, c'est récent que ça a été créé, on a vu l'impact que ça a eu que l'équipe canadienne remporte cette belle petite coupe. Je pense que dans le contexte actuel, c'est d'autant plus important de comprendre comment on représentait à ce moment-là la relation entre le Québec et l'Ontario. Aujourd'hui, si un troisième Bon Cop, Bad Cop devait être fait, c'est sûr que les éléments qui vont être mis en avant dans cette relation-là ne seront pas les mêmes. Comme les éléments mis de l'avant entre Canada et États-Unis seront sûrement pas les mêmes aussi. Alors, ici, c'est notre appel très subtil à Patrick Huard. On veut un Bon Cop, Bad Cop 3. On a plein d'idées. On a besoin de Bad Cop, Bon Cop 3. En plus, on a eu des Jeux olympiques à Paris. Imaginez l'histoire, ce serait épique. Et juste là, en 2026, il y a des Jeux olympiques à Milan. Tu sais, je sais pas, là, mais pour moi, je vois des liens là, qui pourraient être faits pour créer un bon scénario. Là. Je suis alors à Patrick Huard, s'il te plaît, crée une suite. Sur ça, fermez ça de la parenthèse. Soyons sérieuses un peu. Alors, toi, t'as remarqué quoi? Genre, c'est quoi la première chose qui t'a frappé niveau analyse? Ben, premièrement, c'est sûr que, cet épisode-là, c'est pas des relations internationales en tant que telles parce qu'on traite plus de la politique interne, mais comme vous le savez, le Canada est une fédération. Fait que, contrairement aux États-Unis, c'est sûr qu'on n'est pas des États, nous sommes des provinces, mais c'est tout comme. Chaque province a ses caractéristiques et a ses enjeux, ses priorités, et c'est le cas entre l'Ontario et le Québec. Puis aussi, étant donné que le Canada est une fédération,
le Canada a des pouvoirs que les provinces n'ont pas et les provinces ont des compétences pouvoirs que le fédéral n'a pas non plus. Il y a une séparation des compétences et il y a des compétences qui sont partagées. Exactement. Et donc, par exemple, là, dans ce cas-ci, pour ce qui est de la sécurité interne de la province, ça relève évidemment du provincial et non du fédéral. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un différent au niveau du corps parce qu'il a été mis à la frontière des deux provinces. Donc, ça crée un petit problème. Oui. Puis là, on pourrait tout de suite entendre les questions. Pourquoi c'est pas la GRC, la Gendarmerie royale canadienne? Parce que la Gendarmerie royale, c'est pas nécessairement dans son mandat de gérer ça. C'est plutôt aux sécurités du Québec de gérer ce genre de choses parce que la Gendarmerie royale va avoir un mandat plus élargi qui s'étend à l'extérieur des frontières canadiennes. Par exemple, ils vont s'occuper des paradis fiscaux. Mais c'est quand même possible que la Sûreté collabore aussi avec eux, mais aussi pour ce qui est du trafic de la drogue qui dépasse les frontières canadiennes. Tandis que la Sûreté va plutôt s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de son territoire ou dans l'ensemble du Canada, mais ça va être plus sur son propre territoire. Oui, parce qu'au Québec, on n'a pas la GRC aussi présente que dans le reste du Canada. Au Québec, on a la Sûreté du Québec. Puis dans le film, on laisse entendre que l'Ontario a un organe similaire. Fait que ça dépend du cas, mais pour ce qui est d'un meurtre, c'est clair que ça va être soit la police ou la Sûreté qui va intervenir. Et on peut continuer sur le début du film en tant que tel, parce que oui, il a trouvé le corps, puis OK, on sépare les pouvoirs, puis les deux se retrouvent à collaborer. Une des choses qui m'a marqué, même avant que le fait que le corps soit retrouvé, c'est l'appel au patriotisme québécois, parce que dès le début du film, l'équipe de hockey qui, pour Montréal, s'appelle les Patriotes de Montréal et non les Canadiens de Montréal. Et tu sais, on s'entend que le nom des Canadiens de Montréal, c'est les Canadiens, puis Canadiens, c'est comme le nom des citoyens du Canada. Puis, ben, c'est intéressant que cette équipe-là soit nommée de cette manière-là, parce qu'on se souvient que même dans la réalité, il y a quand même une rivalité entre les Maple Leafs puis les Canadiens, justement, de Montréal. Fait que ça fait quand même appel à quelque chose de l'actualité. Donc, si vous ne l'avez pas vu, ce qu'on raconte, vous pouvez trouver qu'on le prend beaucoup pour acquis puis qu'on met beaucoup de l'importance au hockey, mais il faut comprendre qu'au Canada, si vous regardez les Jeux olympiques d'hiver, en fait, quand il y a des Jeux olympiques, tout court, je pense que c'est le moment où le Canada, si on ignore ce qui se passe États-Unis-Canada en ce moment, c'est le moment où le nationalisme, l'unité canadienne est la plus forte parce que, justement, les Jeux olympiques d'hiver, le Canada veut que sa team de hockey gagne. Oui, c'est comme le sport qui représente le Canada le plus. Et on s'entend que c'est vraiment... tu sais, on le surnomme le sport national, là, c'est pas pour rien. Et je tiens à rajouter, pour ceux qui sont pas du Québec, qui connaissent pas beaucoup la culture québécoise, ce film-là, oui, il est de 2006, oui, il représente une société légèrement différente de ce qu'elle est actuellement, mais ça montre quand même une certaine culture québécoise, surtout avec les sacs. Ça représente quand même une autre réalité comme du début des années 2000, mais dans les faits, le Québec a évolué et est devenu plus international, mais l'aspect culturel au niveau, par exemple, des sacs demeure. Puis aussi, il faut se dire que le hockey, même durant la guerre froide, c'était important. Il y avait le match soviétique contre Canada. Exactement. Il y a eu ce match-là, ça a été tout aussi important que le match de ping-pong entre les États-Unis et la Chine. Et pour en revenir au hockey et au film, au début, quand on parle des Patriotes de Montréal, l'animateur à la radio, si je ne me trompe pas, il me rappelle que le Montréal perd toutes ses coupes Stanley. La coupe Stanley, c'est comme le championnat de hockey. C'est le Saint Graal. Oui, on peut dire ça comme ça. Et dans les faits, ça fait plusieurs années que Montréal n'a pas gagné de coupe, malheureusement, et on demeure, heureusement, l'équipe qui en a gagné le plus dans l'histoire. Oui, mais ces dernières années, ça va moins bien parce que la Ligue de hockey, par rapport à ses débuts, s'est élargie. Et donc, nos Canadiens, notre expertise canadienne là-dedans est pas mal reconnue. Et donc, nos joueurs sont envoyés dans des équipes, notamment aux États-Unis, ce que, pour certains, est la raison pour laquelle on gagne de moins en moins de coupes Stanley. Mais il faut quand même reconnaître que la dernière saison, on était bien partis. Ça s'en vient tranquillement. Oui, on s'est quand même rendu aux séries éliminatoires, là. Genre, c'est pas rien, là. Tranquillement, lentement mais sûrement. On y croit, là. L'année prochaine, guys, là, j'appelle une victoire canadienne du Canadien de Montréal. On touche du bois. Donc, si on revient un peu à tout ça, on voit qu'il y a une rivalité dès le départ qui est mise en avant parce qu'on entend, à chaque fois qu'on
qu'on voit le quotidien de chacun des enquêteurs, Martin et David, on entend en background la radio. Oui, on rappelle que l'Ontario était contre la séparation du Québec. C'est juste le nom de l'équipe de hockey, les Patriotes de Montréal. Dans le fond, fait que ça évoque cette rébellion-là des Patriotes. Ça s'est produit à Saint-Eustache. Ça s'est produit en Saint-Eustache, puis c'est quelque chose qui s'est produit simultanément dans le Canada anglais aussi. C'est entre le Bas-Canada et le Haut-Canada. Ouais, dans le fond, le Bas et le Haut-Canada se sont révoltés parce qu'ils demandaient plus d'indépendance de la part de la Grande-Bretagne à l'époque. Et ça menait à des batailles quand même. Puis ça a été mené aussi dans l'Ouest canadien avec Louis Riel, qui a été exilé. Puis en tout cas, ça s'est mal fini. Ça a duré juste 1 an, mais c'est un acte de rébellion et ça fait référence à ça, cette équipe de hockey-là. C'est en souvenir de ces patriotes-là qui ont tenté d'obtenir une indépendance à la source de la Révolution. L'équipe de hockey soit appelée les Patriotes, ça fait référence à cet événement-là un peu oublié de l'histoire du Québec. L'Ontario est contre la séparation. Donc, c'est ça qu'on met en lumière, puis on voit qu'il y a une rivalité entre Toronto et Montréal. Donc, mais pas seulement entre Toronto et Montréal, mais aussi entre Canadiens anglophones et Canadiens francophones du Québec. Parce que la question de la langue a toujours été un enjeu, puis on le voit très bien parce que quand leur patron les convoque, ce qui est une scène pour moi très hilarante, mais qui illustre très bien la réalité, c'est que d'un côté, on a le patron de Martin Ward, qui est là, qui explique en anglais, et tu as le patron de David qui essaie de traduire, puis traduit de façon super dramatique. Et en même temps, ça reflète un peu la réalité canadienne où on apprend les 2 langues, mais on a toujours une langue qu'on est plus à l'aise que l'autre. Exactement. Autant dans le Canada français que dans le Canada anglais, le niveau de français et d'anglais est variable, étant donné que officiellement, le Canada prône un bilinguisme, mais dans les faits, les cours de français et d'anglais en tant que langue seconde sont pas toujours à même de donner un bagage solide aux anglophones et aux francophones parce que ça demande aussi du travail de leur côté. Par exemple, nous, on est quand même relativement à l'aise à parler anglais parce qu'on est allé dans un bac qui demande exclusivement d'avoir une certaine maîtrise de l'anglais pour graduer. Mais aussi, on a vécu à côté de Montréal, la métropole du Québec. Donc, c'est plus facile de pratiquer notre anglais. Puis on est à côté des États-Unis aussi, tandis que le reste du Canada, ils sont pas à côté de la France non plus. Puis non. L'influence de la culture américaine est beaucoup... est quand même relativement forte. Oui, ce qui fait que l'anglais, je veux dire, il est parlé couramment plus facilement que le français aussi. Mais c'est ça, cette scène est assez hilarante. Parce que ça illustre bien la représentation du bilinguisme puis comment c'est traité. Parce qu'à un moment donné, le patron de David décide de juste le dire, essayer de continuer la discussion en le disant en anglais. Puis on sent justement que ce bilinguisme-là n'est pas tout à fait acquis. Mais heureusement... il y en a pour qui c'est réellement acquis, là, comme... Non, c'est sûr, mais ça illustre qu'il y a quand même... C'est pas la majorité de la population qui a un anglais aussi fort que leur français. Ou un français aussi fort que leur anglais. Exactement. Oui, on se comprend. Tout ça pour dire que là, on les voit commencer à collaborer, puis là, ça va pas très bien. Oui, mais aussi, genre, quand ils commencent à collaborer, ils se retrouvent dans la voiture de David Bouchard. Et là, ils se séparent, comme ils décident de mettre des règles entre eux. Mm-hmm. Et là, David, il dit, ben moi, je suis le boss pour le Québec, toi, t'es le boss pour le reste du Canada. Puis, après ça, Martin, je sais plus lequel des 2 personnages va dire ça, il fait, ben moi, je reste le boss pour le reste du Canada, à l'exception peut-être du Nouveau-Brunswick. Pourquoi on mentionne le Nouveau-Brunswick à part? C'est parce que le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province au Canada qui a les 2 langues officielles dans la province. Donc, au Nouveau-Brunswick, ils parlent français-anglais officiellement partout. Tandis qu'au Québec, c'est français officiellement et le reste du Canada, c'est anglais seulement. Oui, même bien que, comme on l'a mentionné, le Canada, théoriquement, prône le bilinguisme. Oui. Mais dans les faits, dans les provinces, effectivement, il y a une majorité anglophone. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que la minorité linguistique est vraiment fascinante au Canada parce qu'au Québec, quand tu es anglophone, tu es une minorité linguistique. Mais quand tu es dans le reste du Canada, tu es une majorité. Ce qui est très intéressant. Oui. Il y a eu par rapport à ça, un arrêt de
une cour internationale de justice, ou je sais Oui, plus. il y a eu un arrêt de la CJ. Oui, qui disait que dans le fond, le Québec ne pouvait pas être considéré comme un peuple en minorité, ou Ouais. parce que dans le fond, le français fait partie des langues officielles et surtout qu'on a eu des premiers ministres qui venaient du Québec, ce qui fait que le Québec n'est pas... Une minorité linguistique reconnue et dont dans un Canada, étant donné le fait qu'il y a eu quand même plusieurs premiers ministres qui étaient originaires du Québec, par exemple. Bon, Pierre-Éliott Trudeau, Justin Trudeau, Jean Chrétien. Et bien d'autres. Et bien d'autres. Mais il y a aussi eu beaucoup de premiers ministres qui viennent du Canada anglais, faut pas l'oublier. Ouais, dont Stephen Harper. Je pense que c'est le plus connu d'entre eux. C'est le là. plus connu. Le plus récent, c'est Mark Carney. Oui, Mark Carney récemment! Girl! En tout cas, pour revenir au film, chaque province a sa langue officielle et le Canada a les 2 langues officielles. Donc, le Canada a les 2 langues officielles, français et anglais, et chaque province peut décider de sa langue officielle. Toutes les provinces, à l'exception du Québec et de Nouveau-Brunswick, ont la langue officielle de l'anglais. Le Québec, c'est le français seulement, et le Nouveau-Brunswick, c'est les 2 langues officielles. Si tu veux travailler dans la fonction publique fédérale, tu dois parler français et anglais. Et c'est pour ça que les premiers ministres, même s'ils viennent du Canada anglais, se doivent d'avoir un français impeccable. Le Québec est distinct du reste du Canada. Ça nous fait appel à la question du Québec libre et de la séparation, ce qui est souvent rappelé à plusieurs occasions dans le film. À plusieurs reprises, on tient à souligner la distinction entre le Canada et le Québec. Donc, il y a eu 2 référendums en 1980 et en 1995. Mais dans les 2 fois, on a perdu le référendum. La deuxième fois, c'est plutôt à cause du mouvement qui a été mis en place pour contrecarrer les volontés souverainistes du Québec. Mais là, ce qui est intéressant aujourd'hui, si on fait un lien avec l'actualité, c'est qu'on n'est plus la seule province qui veut faire sécession. Et non, il y a aussi l'Alberta. Mais encore là, je veux dire, la question de la souveraineté fait toujours partie de l'actualité en tant que telle, parce que même si au Québec, aucun des 2 référendums est passé, ça reste une question, ça reste un enjeu, puis cet enjeu-là s'est transformé en enjeu à un autre niveau, dans le sens où maintenant le Québec ne va pas revendiquer nécessairement haut et fort une sécession, mais va revendiquer un statut spécial. Puis il faut comprendre que pour les gens à l'extérieur du Québec, les référendums, c'est pas juste « Ah, OK, il y en a eu 2, ça n'a pas marché, on range ça dans un coin de l'armoire. » Non, c'est encore très présent. Puis aussi, après le premier référendum, il y a eu le rapatriement de la Constitution canadienne. Mais ça m'amène à un autre sujet pour faire un lien avec le film. Parce qu'à un moment dans le film, t'as le détective Martin Ward qui dit à David Bouchard que les Québécois veulent toujours se souvenir, mais ils ne se souviennent pas de leur passé. Tandis que David Bouchard, tout au long du film, souligne l'importance pour Martin des procédures et que pour l'Ontario, c'est important de suivre les procédures et tout. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu de l'ironie qu'ils font entre eux, relate à un événement du passé, soit la nuit des longs couteaux. Ouais, pour faire référence à la nuit des longs couteaux, le rapatriement de la Constitution par Pierre-Éliott Trudeau, donc Trudeau père. Dans le fond, le but était de rapatrier la Constitution qui était en Angleterre, parce qu'on se souvient qu'en 1980, le Canada était majoritairement indépendant, sauf pour ce qui est de la modification de sa Constitution. Il fallait encore passer par le Parlement de Westminster pour modifier la Constitution. Donc, ils l'ont rapatrié. Puis, pour ce rapatriement-là, il a fallu négocier entre les provinces. Parce que toutes les provinces devaient être d'accord pour le rapatriement. En tout cas, une majorité des provinces devaient être d'accord. Les conférences avaient lieu à Ottawa. Mais là, cet événement-là qu'on qualifie de la nuit des longs couteaux, petit disclaimer, ce qu'on vous raconte, c'est la version du Québec. Oui. Parce que c'est à partir de ce moment-là que le Québec a arrêté d'avoir des très bonnes relations avec les autres provinces. La nuit des longs couteaux, ce qui s'est passé, c'est que pendant la négociation du rapatriement, il y a eu 2 rounds. La première round, à l'époque, notre premier ministre était René Lévesque. Et donc, la première round, ça s'est soldé sur une non-entente sur le rapatriement. Et
René Lévesque, donc le premier ministre du Québec, avait mené une espèce de coalition des provinces qui ont dit au fédéral, à Pierre-Éliott Trudeau, non, ça marche pas, tes conditions, c'est de la bullshit. Et donc, une deuxième conférence a été organisée à Ottawa. Tout le monde logeait à Ottawa, sauf le Québec. Il dormait à Gatineau parce que, pour ceux qui savent pas, le Gatineau et Ottawa sont vraiment collés. Il y a juste un pont qui les sépare, là. C'est ça. Fait que d'un côté, on est en Ontario, l'autre côté, on est au Québec. Donc, ils sont retournés dormir au Québec. Et pendant ce temps-là, alors qu'il n'y avait pas une entente, encore une fois, pour l'instant, puis que les provinces s'étaient dit qu'ils allaient s'entendre, pendant la nuit, apparemment, les différents premiers ministres des provinces, des autres provinces canadiennes, se sont entendus et ont laissé le Québec à l'extérieur de l'accord. D'où... La nuit des longs couteaux. Oui, parce que René Lévesque s'est fait planter un couteau dans le dos. Exactement, puis pas juste un. Quand on dit la nuit des longs couteaux, c'est parce qu'il s'est fait planter des couteaux dans le dos par les premiers ministres des provinces. Et le premier ministre du Canada. Et le premier ministre du Canada, qui, on le rappelle, si vous ne le savez pas, pour la petite histoire, Pierre-Éliott Trudeau et René Lévesque font partie de la même promotion de bac de droit à l'UDM. Mais les deux ont des perceptions et idéologies. Ouais, ils n'ont pas choisi le même parcours, mais ces deux-là, plus l'ensemble, une partie de l'entourage de René Lévesque, font partie de la même clique. Fait qu'il faut se dire que c'est pas juste un couteau planté dans le dos par le fédéral, c'est un couteau planté dans le dos par ton ami, en plus. Ça fait en sorte que le Québec a jamais signé le rapatriement de la Constitution, donc on est comme entre deux chaises en ce moment. Puis là, pour revenir au film, quand Martin, il dit que pour David, c'est super important pour nous, les Québécois, pour vous, les Québécois, je me souviens, mais qui savent pas de quoi ils se souviennent. C'est un peu de dire, tu te rappelles même pas de ta propre histoire, mais que le fait que David n'arrête pas d'insister sur le fait que pour l'Ontario, c'est important les procédures, j'ai l'impression que ça fait un rappel à la nuit des longs couteaux. Parce qu'au final, ils n'ont pas vraiment suivi les procédures. Oui. C'est pas une négociation qui est fair, au final. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu de l'ironie par rapport à l'histoire. Puis l'histoire du Québec et du Canada. Mais le film ne met pas juste l'emphase sur les différences. Non. C'est quand même intéressant parce qu'il y a quand même un certain désir d'apprendre ces manières de faire à l'un et à l'autre. Oui, on se rend compte très vite que tout autant que les deux protagonistes ont des différences et ont des mécontentements, ils parviennent à s'entendre puis à passer du bon temps ensemble. Oui, puis c'est vraiment comique parce que, bon, comme on l'a mentionné au début du podcast, là, faut pas... Au Québec, on a une belle expression qui s'appelle « pas prendre ça pour du cash ». Mais c'est quand même drôle parce que dans le film, justement, la manière dont il représente la culture québécoise, entre autres, c'est par les sacres. Oui. Et nos sacs, ils ont quelque chose de particulier, c'est les mots d'église. Exactement. Donc, il y a une scène complète qui est dédiée à David, qui explique à Martin comment on fait. Bon, OK. Non, je sais, ceux qui font partie de la police et de la sûreté, nous savons tous que j'espère que vous ne faites pas en 2025, mais qui est quand même vraiment comique. Ouais. Donc, dans le fond, il y a la scène, c'est qu'ils ont arrêté un témoin, puis ils vont l'interroger. Et David explique à Martin comment on utilise les sacres québécois, parce que dans le fond, il met le témoin dans le coffre de l'auto. Bon, c'est pas des pratiques communes, hein? Non, ça reste un film, faut pas l'oublier, et une comédie encore plus. Donc, il essaie de rentrer le témoin dans la valise de son auto, et le témoin dit « Asti, calice de pourri! » Après, Martin lui demande « Qu'est-ce que ça veut dire, ça? » On a une grosse explication de comment utiliser les sacres québécois. Donc, les sacres québécois, ça se base sur des mots d'église. Donc, par exemple, les tabernacles, c'est un objet religieux quelconque. Dans le fond, on les utilise comme sacres. Oui, puis le fait qu'on les utilise comme sacres, ça fait référence à notre passé, où l'Église était très présente et que suite au décès de Maurice Duplessis, on a eu la Révolution tranquille, où le Québec a pu rattraper ce retard qu'il avait accumulé. Il y a eu comme un réveil intellectuel et culturel du Québec. Puis c'est là où le Québec a commencé à s'affirmer en tant que province distincte du Canada. Avant, on était dans la grande noirceur où il y avait une place prédominante de l'Église catholique et où il s'est passé plusieurs affaires très, très, très moches, notamment les pensionnats et beaucoup d'affaires
euh, d'agression sexuelle par des curés sur des enfants aussi. Oui, on reconnaît que ça s'est produit et que présentement, on tourne sur un territoire non cédé. Pour en revenir à Bon Cop, Bad Cop. Donc, dans le fond, il lui explique juste, on peut utiliser les sacs québécois comme des noms, des adjectifs, des noms propres, des verbes. Si vous savez pas à quoi je fais référence puis que ça sonne aucune cloche, allez juste voir la scène. Malheureusement, je ne vais pas dire tous les sacs québécois qui sont utilisés. Si on avance un peu dans le film, il y a un autre moment où je trouve quand même vraiment intéressant dans leur enquête. Ils s'en vont sur un talk show. Canadien, anglais. Parce que dans le fond, ça, c'est un exemple à quel point, par exemple, le Canada anglais est plus influencé par les États-Unis que le Canada français, parce qu'on n'a pas tout à fait l'équivalent d'un talk show. Par exemple, Bonsoir, bonsoir, c'est pas tout à fait un talk show. C'est plutôt une émission de variété quasi de nouvelles où on présente de façon légère différentes nouvelles et invités. Oui, puis en plus, le talk show, ça reprend vraiment la forme des États-Unis où que sont vraiment pressés dans le temps puis qu'ils veulent combler le temps. Puis c'est aussi une émission souvent où il y a un présentateur vedette très affirmé Et connu. qui va recevoir des invités tout aussi connus et va faire des sketchs et des blagues, ce qui semble plus être le cas du côté du Canada anglais. Il y a plus un équivalent. Et donc, ils s'en vont sur cette émission-là. Puis c'est très drôle parce que là, on voit que c'est très flagrant que David Bouchard n'est pas dans son élément. Non, il y a un fort accent québécois quand il parle en anglais. Et très vite, ça tourne à la bagarre. Oui, mais ce qui est encore plus intéressant, selon moi, dans cette scène-là, puis c'est pour ça que je mets l'accent là-dessus, ça peut sembler un détail, mais je trouve ça quand même ironique parce que c'est un film qui parle de la relation Ontario-Québec, mais après, lors de la bagarre, on mentionne l'insulte « frog ». Ça fait référence à notre héritage français parce que si vous ne le savez pas, le Québec était premièrement habité par les Premières Nations, ensuite ont été colonisés par les Français qui ont établi certaines relations amicales et moins amicales avec les Premières Nations. Et après, la Grande-Bretagne a pris possession de la Nouvelle-France qui est devenue the province of Quebec. Ça fait en sorte qu'il y a toujours eu une espèce de dichotomie entre les anglophones et les francophones. Puis le terme « frog » fait référence à notre ascendance française, même si, bon, nos amis français, vous savez très bien qu'au Québec, on a gardé le vieux français et aujourd'hui, on a quand même clairement des différences entre les deux sociétés. Référence au frog. Non seulement ça fait référence à notre héritage, mais ça fait aussi référence à un autre film du répertoire québécois qui s'appelle Le Matou. Le protagoniste se fait trahir par son ami et les insultes qui sortent, c'est frog et tête carrée pour les anglophones. Et aussi, en lien avec le fait que le nom donné aux Québécois dans le film, le frog, il y a aussi, dans le début du film, on appelle ou à plusieurs moments dans le film, on appelle genre les personnes qui parlent français les Frenchies. Aussi, ça, c'est aussi un autre terme qu'on peut utiliser. Qu'on utilise encore aujourd'hui. Juste au Juno Awards, si je me trompe pas, ils l'ont utilisé pour faire référence à la culture du Québec. C'est pas vraiment une insulte. Ensuite, alors ils empêchent l'assassinat, celui qui possède l'équipe et qui est responsable de la Ligue de hockey au Canada, qui doit annoncer vente de l'équipe des Patriotes aux États-Unis. Bon, là, premièrement, c'est quand même comique parce qu'on voit que Martin a bien retenu la leçon de David. Il dit au CEO de se mettre dans une poche de hockey, puis il le fout dans le coffre de l'auto. Une poche, c'est un sac. C'est un sac de hockey. Dans le fond, c'est un très gros sac Un sac d'équipement de sport, là. Mais qui est comme 2 fois plus gros qu'un normal parce qu'il faut que ça fasse rentrer plusieurs affaires. Regardez en ligne, vous allez avoir une bonne idée de c'est quoi. C'est très gros et ça pue. Oui. Puis donc, à ce moment-là, on voit comme une unification des francophones et des anglophones parce qu'ils ont vu le quotidien de chacun, ils ont eu le temps de parler, puis ils ont vu qu'ils avaient en fait les mêmes enjeux. Oui, puis aussi que même s'ils sont différents juste au niveau de la langue, qu'ils se ressemblent au fond, puis que... Ils ont des valeurs communes. Exactement. Et le hockey fait partie de ces valeurs. Puis dans le fond, on apprend que le tueur en série qui s'appelle le Tattoo. The Tattoo Killer. Le Tattoo Killer. Le tueur de tatou.
Le tatoueur en français. Donc, il veut tuer tous ceux qui ont un lien avec la Ligue de hockey parce qu'il considère que le hockey est rendu seulement une affaire d'argent et que Pour les États-Unis. Pour les États-Unis et qui a été dénaturalisé. Et donc, c'est quand même comique parce que ils finissent par s'entendre qu'ils vont kidnapper le représentant de la Ligue de hockey au Canada, le séquestrer pour le protéger, en étant en désaccord avec la vente de l'équipe aux États-Unis. Oui, puis ça me fait penser, je l'ai mentionné plus tôt, au match des 4 nations, parce qu'au match des 4 nations, on dit 4 nations parce que c'est Canada, États-Unis, Finlande, Suède. Et cette année, la finale était entre Canada et États-Unis. Et croyez-moi, les chefs de parti canadiens, ils écoutaient le match. Et c'était quand même assez médiatisé le fait que tout le monde au Canada voulait que ça soit le Canada qui gagne. Comme on l'a dit plus tôt, le hockey est un vecteur d'unification importante au Canada. Et là, on le voit parce que là, Martin et David s'entendent pour gérer la crise de manière à trouver un compromis entre leurs deux méthodes de travail, c'est-à-dire super chaotique et super organisée. Par exemple, Martin décide de, peu importe les ordres, d'aller à la conférence et indiquer que la personne qui représente la Ligue de hockey au Canada ne viendra pas et laisse sous-entendre que l'équipe va partir de Montréal. Ce qui crée la colère des différents Québécois qui sont présents. Et si je peux me permettre de faire un petit retour à l'arrière, on a passé sous silence quelque chose de subtil qui était dans le film, que moi j'ai remarqué parce que le film a été tourné en 2006, donc les lois canadiennes ont été modifiées entre-temps. Mais il faut savoir qu'au Canada, actuellement, il y a eu une loi qui a été passée pour la législation de la marijuana ou du pot, comme on l'appelle au Québec. Et dans le film, à un certain moment, il rentre dans la maison du tatoueur et David retrouve une culture de pot qui était illégale à l'époque et maintenant qui est rendu légal sous certaines conditions. Ça ne veut pas dire que vous pouvez en cultiver à la maison. Disclaimer, la consommation en trop grande quantité de la marijuana est nocive. Oui, important de consommer avec modération. Merci. Et ce moment-là, ce qui m'a frappé, c'est aussi que non seulement sa culture était comme mise sous protection, parce que ça a la présence de David dans cette pièce-là virait un peu à la catastrophe, étant donné qu'il a causé une explosion. Mais surtout après, ils sont les deux dans le bureau du chef de David et les deux, on voit clairement qu'ils ont des effets de la fumée consommée, là, ce qui est quand même assez drôle, mais aujourd'hui, cette scène-là, je pense pas qu'elle aurait été réécrite de la même façon, étant donné que on peut en consommer légalement. C'est plus besoin d'être caché nécessairement qu'on consomme du pot. Non, effectivement. Mais n'oubliez pas de consommer... de façon responsable. Oui. Puis aussi, un autre élément, c'est que dans la conférence de presse, rapidement, même si c'est pas le sujet du premier film, on mentionne les États-Unis, puis on mentionne un fort mécontentement, puis à quel point l'équipe de hockey qui doit être vendue aux États-Unis est importante dans l'identité québécoise et canadienne. Puis, le deuxième film va plus porter sur la relation Canada-États-Unis, mais on montre déjà qu'on a un certain agacement envers les États-Unis, même si, à cette époque-là, on a relativement des bonnes relations avec les États-Unis. À l'époque, en début 2000, on a des bonnes relations parce qu'on a établi l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA. Qui est devenu ASEAN. ASEAN en 2020. Mais bref, on a des bonnes relations économiques. Puis malgré ça, on voit déjà des petites pointes d'agacement et de réserve au sujet des États-Unis. Puis effectivement, c'est assez ironique que le grand méchant... Et si on move forward à Canada-États-Unis, une un peu ironie du film, c'est que le grand méchant qui est joué par Patrice Bélanger a un accent du Nouveau-Brunswick. Et parle les deux langues. Donc, même dans le film, on a pris quand même le soin de représenter le méchant non pas comme seulement anglophone ou francophone, mais comme étant bilingue. Oui. Ce qui est très intéressant. Considérant que dès le début du film, on voit qu'il y a comme... Ben en fait, au début du film, on voit qu'il y a quasiment aucune entente possible entre ceux qui parlent français et ceux qui parlent anglais. Puis au final, ils trouvent un terrain d'entente, mais... C'est pour combattre... C'est pour combattre celui qui est bilingue. C'est quand même ironique comme message, mais en même temps, c'est bien parce que ça met pas la faute sur l'un plus que l'autre, mais c'est quand même comique. Ça, pour moi, ça fait un peu appel aux nationalistes canadiens parce que ça démontre que
même si on a des différences, les deux, on peut s'entendre au final. Puis ils se sont entendus pour combattre. Un ennemi commun qui menace leur sport commun, Oui. un vecteur de nationalisme, le hockey. Donc, c'est quand même assez intéressant, surtout aujourd'hui, en 2025. En ce moment, on va pas se le cacher, à cause de Trump, il y a quand même une montée assez importante du nationalisme. Même au Québec, on a vu une poussée de nationalisme, surtout avec les résultats Du nationaliste canadien. nationalisme canadien. On a quand même vu des résultats d'élections qui étaient assez étonnants par rapport à 2 mois auparavant. Oui, Ça, c'est à cause de Trump, c'est à cause d'une montée d'un nationalisme. et c'est vraiment un nationaliste canadien parce que c'est même pas question de le Québec veut se séparer. Puis c'est pas question non plus, même si c'est dans le décor, de l'Alberta veut séparer. C'est pas l'Alberta qui s'unit, c'est le Canada, les provinces qui, pour une fois, décident de s'entendre au point où on pense à abaisser les barrières tarifaires entre les provinces parce que pour ceux qui ne le savent pas, les barrières tarifaires entre les provinces sont plus élevées que les barrières tarifaires qu'on a avec les États-Unis, ce qui est assez ironique. La fin du film fait le beau message que le Canada, même si on a des différences, on est capable de s'unir. Puis ensemble, on est plus forts. Oui. Et Sur ces belles paroles, ça conclut notre épisode Expression. spécial pour la Saint-Jean. Donc, merci. Puis, et bonne Saint-Jean. n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!